Dave, depuis quelques mois, vous êtes revenu à la une de l'actualité avec votre album Voyager. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'album de votre part. Oui, j'ai fait mon dernier album à l'occasion de mon dernier passage à Paris, c'est-à-dire j'ai fait l'Olympia en mai 82, donc j'ai sorti mon dernier 30 au début 82, donc ça fait 4 ans en effet. Et c'est-à-dire que j'ai trouvé il y a eu un changement de maison de disque après avoir fait tous mes succès au sein de la maison de disque CBS. J'ai changé donc en fin 81 pour aller chez Pathé et ils ont eu la gentillesse et l'intelligence surtout de me permettre, malgré un contrat très précis dans lequel je m'engage à faire une 33 tours par an, ils ont eu la gentillesse, je me répète, et l'intelligence de me laisser partir parce que moi j'avais un besoin urgent de voyage justement comme du 30 et j'avais tellement bossé entre 73 et 82 que je me sens un peu vidé. Alors je crois qu'un artiste, s'il veut être honnête vis-à-vis de lui-même et surtout vis-à-vis de son public, dans notre métier, on ne peut pas produire, on n'est pas des machines, et c'est un peu comme dans l'édition, disons, littéraire. Même si un auteur s'engage à écrire un roman tous les 2 ans, si ça vient pas, ça vient pas. Alors si on a affaire à un éditeur intelligent, ça se passe bien. Alors moi, c'était le cas avec Pathé, qui a dit, écoute, quand tu veux, quand tu es prêt, tu nous fais un 33 tours. Alors c'est à l'occasion d'un voyage que j'ai fait en 84, où j'ai eu vraiment un coup de foudre pour une chanson, qui est une vieille chanson qui s'appelle The Great Pretender, une vieille chanson de Platters. J'ai écouté ça à la radio là-bas par une fille qui s'appelle Dolly Parton, qui est une country western, qui a fait le pop aussi, et que j'ai eu envie de chanter ça. Déjà, c'est une bonne chose, j'avais envie de chanter, et j'avais envie de le proposer de nouveau aux Français et aux Françaises. Donc, j'ai téléphoné à Pathé des États-Unis en disant, ça y est, je reviens, j'arrive, je veux faire quelque chose. Et là, ça s'est enchaîné, j'ai fait ce 30, et là, je viens de rentrer d'ailleurs, depuis exactement 3 jours de Londres. J'ai réenregistré parce que j'ai de nouveau trouvé du matériel que j'avais envie de faire. Et je me retrouve chanteur avec des chansons que j'ai envie de faire, de produire, de proposer aux gens. Quand vous êtes parti aux États-Unis, c'était pour trouver une chanson ou simplement pour voyager? C'était vraiment pour bouger, mais c'est-à-dire qu'on a toujours l'oreille qui traîne quand on est malgré tout chanteur depuis aussi longtemps que c'est mon cas. Mais disons que non, j'avais vraiment envie de voyager. J'ai commencé ma vie comment dirais-je, après avoir eu l'âge d'être majoritaire. Enfin, à l'époque, il fallait avoir 21 ans. Maintenant, c'est 18. Donc, aussitôt quand j'ai eu mes 21 printemps, j'ai quitté mon pays et je me suis mis à voyager. C'est essentiel dans ma vie. Je ne peux pas rester sur place. Mais ça peut être, c'est pas obligatoirement le fin fond de la Tanzanie ou la Nouvelle-Orléans. Ça peut être un gala demain, par exemple, je pars à Sedan, donc c'est à côté de Charleville-Mézières, c'est-à-dire que c'est à 2h30 de Paris. Mais je suis content demain de savoir que je pars. Il faut que je parte. Il faut que je parte au moins 1 ou 2 fois par semaine. Sinon, pour moi, c'est une forme de claustro, quoi. Ça me coince totalement. Et je suis ravi de m'arrêter dans une station de service au bord de l'autoroute, faire le plein, prendre un café. C'est ma vie, ça. C'est un VRP, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bonne politique qu'il y avait chez Pathé Marconi, à savoir qu'on vous laissait le temps de faire les disques. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas le cas à l'époque chez CBS? Oui et non, c'est-à-dire que je n'ai aucun reproche à faire à CBS, loin de moi ce genre de réflexion, mais je me suis fait piéger tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on devient une artiste à tube, et à succès, à vente de disques, millionnaire de disques, c'est très agréable. Évidemment, c'est une grande satisfaction quand on a créé quelque chose, de voir que les gens courent chez le disquaire pour aller chercher. Mais on devient presque plus un homme de marketing et de commerce qu'un artiste. C'est-à-dire qu'on me dit, ça m'intéressait tout le système d'une maison de disques. Quand on m'expliquait qu'en mai, qu'il fallait que le 33 tours sera
prêt fin septembre pour qu'on ait le temps bien de faire la pochette et le marketing et la mise en place pour Noël, pour qu'au plus tard, le 15 octobre, les disques soient en place, je faisais donc ça, puisqu'il fallait le faire. Et au lieu de dire oui, mais est-ce que d'ici le 15 octobre, j'ai vraiment le matériel nécessaire, est-ce que j'ai les chansons, puisqu'il fallait, je les avais. Donc, c'était je devenais plus un homme d'affaires qu'un artiste, en fait. Alors, évidemment, c'est très agréable pour mon banquier et pour le percepteur, mais ça perdait de sincérité à force. Alors, c'est pas CBS qui me forçait, c'était moi-même qui me suis fait piéger par cet enchaînement et je vois des confrères d'aujourd'hui tomber dans le même piège. J'ai envie de dire halte, doucement. Pourquoi quand on a encore un disque dans le top 50, pourquoi courir pour en mettre un autre? Pourquoi pas se reposer, bien chercher une nouvelle chanson dont on est très très sûr et très content? Je dirais que je prendrais plutôt exemple sur quelqu'un comme Chamfort ou un Julien Clerc qui prennent leur temps quand ils ont eu la chance d'avoir un succès. On n'en entend pas parler pendant 2 ans et c'est pas grave. Tandis que le danger de mecs comme dont j'aime bien le matériel, mais du Madère ou même Goldman, Goldman me fait penser à moi dans les années 70. Il enchaîne tube sur tube. Mais s'il ne sortait pas de disque pendant 2 ans, il sera toujours l'immense idole qu'il est aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas nécessaire. Mais je comprends totalement qu'il le fait, puisque j'ai fait la même chose. Lorsque vous êtes aperçu de ce piège, c'est à ce moment-là que vous avez quitté CBS et votre ancienne équipe avec Jean-Jacques Souplet. Pourquoi une rupture avec CBS? Ça s'est fait d'une manière très précise, c'est-à-dire que c'est le PDG de CBS qui, en 81, s'est trouvé à la porte d'une manière très élégante et sûrement très bien payé, mais quand même trouvé à la porte de ce CBS, le PDG qui s'appelle Jacques Souplet, qui est le père donc de Jean-Jacques Souplet. À cette époque-là, et d'ailleurs aujourd'hui on vit la même chose, il y a eu la valse des PDG, c'est-à-dire que, comme vous savez sûrement, la plupart des maisons de disques en France ne sont pas françaises. Et les maisons mères en CBS, ça se passe à New York. Pour IMA et Pathé Marconi, ça se passe à Londres. Mais les maisons mères ont avant tout qu'une but, c'est de vendre leurs produits. Et Souplet avait surtout envie de vendre des produits français. C'est-à-dire que quand on annonce à CBS New York qu'on a vendu 400 033 tours de Dev, ils disent bravo, c'est très bien. Mais en fait, ils sont beaucoup plus intéressés par 400 000 Supertramp qui viennent chez eux. Alors, comme Souplet était surtout penché sur les problèmes, disons, national, on a mis à sa place un autre pion. C'est très network, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est tout à fait ça, c'est des multinationales, ça se passe comme ça. On a mis quelqu'un d'autre qui était plus obéissant à la maison mère. Et Souplet fils, qui est donc mon directeur artistique, est parti pour être solidaire avec son père. Il a donné sa démission, ce qui coûte cher, parce que si on se fait virer, ça rapporte, on n'a même pas avec du fric. Si on donne sa démission, on part avec rien. Mais il est parti la tête haute et il est rentré chez Pathé Marconi comme directeur de la production française. Et il m'a demandé de le suivre. Voilà pourquoi je suis arrivé chez Pathé Marconi. Beaucoup d'artistes ont eu du mal à franchir le cap de la décennie des années 80. Vous pensez que c'est dû à quoi? Un changement de métier, un changement de travail au niveau des médias? Oui, c'est vrai que ça tombe en effet à un changement de décennie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que pas non plus un changement de politique à partir de mai 81? Nous avons eu un changement radical dans la politique française, ce qui nous a amené à subir un changement du système audiovisuel, une ouverture des radios, une ouverture de DFM, ce qui a mis en place tout un état de jeunes gens qui avaient, et c'est de leur âge, un rejet de tout ce qui était establishment, tout ce qui était déjà là. Donc au lieu de passer, disons, du Sardou, de l'Enrico Macias, du Sheila, de Dave, de John Hallyday même, ils avaient envie de trouver eux-mêmes leurs artistes, et ils les ont trouvés, de Goldman, de Jean-Luc Lahaye, etc. C'est logique. Je pense que donc, ce n'est pas seulement un changement de décennie, je pense que c'était là presque politique. Tout est politique, évidemment. Et
Nous, entre nous, parce qu'on se parle quand même entre chanteurs, ou entre vedettes si on veut, parce qu'on nous appelle comme ça, on s'est dit ça va se calmer, et ça s'est calmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la radio libre ressemble de plus en plus étrangement aux périphériques, et les périphériques essaient, eux, de ressembler à ce qu'étaient les FM. Donc tout ça se rapproche terriblement. Moi-même, la fille qui s'occupe de moi pour les FM à Pathé Marconi m'a dit il y a 1 an et demi ou 2 ans, quand elle est arrivée avec un disque de Dave, donc à un FM, on lui a dit ah non, pas Dave, c'est un chanteur périphérique. Le mot n'est pas encore dans le petit Robert, il finira peut-être. Et tandis que là, avec le dernier 33 tours, les FM ont commencé à jouer des Dave. Donc tout ça, ça s'arrange, je crois, tout doucement. Ces gens qui étaient si jeunes et si contre l'establishment se trouvent maintenant eux-mêmes un peu assagis peut-être, tout ça est dans l'ordre de choses. Mais il est vrai que les années 60 ont eu leurs chanteurs, les années 70 ont eu leurs chanteurs, et il est vrai que je suis l'exemple type d'une vedette des années 70. Je le dis parfois par autodérision, mais c'est vrai que j'ai lu dans un livre sur le showbiz une phrase qui est en même temps flatteur et un peu dangereux. Il disait, me concernant, Dave a tellement marqué les années 70 qu'on attend avec curiosité comment il va s'en sortir pour marcher dans les années 80. Moi aussi, j'attends. Curiosité. Est-ce que ça n'a pas été difficile lors de la sortie des premiers disques après 81, avec Elle voulait refaire l'Amérique, Isabelle, tout ça, est-ce que ça n'a pas été trop dur? Si, c'est ce que je disais, c'était une lutte un peu don quichotesque, c'est-à-dire que on se battait contre le moulin, parce que quand les médias ne veulent pas, ils ne veulent pas. Nous passons, et le public le sait peu, mais nous passons avant tout. Notre premier barrage à prendre, c'est les programmateurs. Donc, si les FM disent non, Dave est un chanteur périphérique, on ne le passe pas. Et si les périphériques, eux, disent oui, mais on va peut-être le passer, mais on veut voir un peu avant ce qui se passe à Énergie, etc., c'est un cercle vicieux. Donc, je n'étais plus chanteur périphérique ni accepté par les FM. Donc, j'ai juste pu dire attendons, il faut une certaine patience et il faut un certain réserve économique aussi, parce que sinon on meurt de faim avant. Alors, la grande chance, c'est que les chanteurs que je suis a une certaine popularité constante qui fait que je travaille. J'ai fait cet été 86 24 galas donc des séries galas, pas une tournée. Il y a eu très peu de chanteurs qui ont fait cette quantité de galas, à part ceux qui travaillaient dans des tournées sponsorisées, genre Podium RMC, Podium Europe 1, Sud-Ouest, Midi Libre, et il y en a eu plein. Mais ce sont donc des chanteurs engagés par une tournée sponsorisée, c'est-à-dire que le public ne paye pas ou peu, et donc évidemment les gens sont là. Mais moi, j'ai fait 24 galas et je m'en félicite. Ça prouve que avec les tas de quantités, le tas d'émissions télé que j'ai fait entre janvier et juin, parce que j'ai fait plus d'une vingtaine d'émissions télé, c'est ce qui a mis la puce à l'oreille aux organisateurs qui disaient ah mais en fait il y a Dave, on a longtemps qu'on l'a pas eu, et donc je suis reparti sur les routes de France et j'adore ça. Je suis ravi. C'est ainsi, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il y a de moins en moins de galas qui marchent, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de chanteurs qui peuvent tourner. Vous pensez que c'est dû à quoi? Mais je pense que là aussi, il y a un changement total des habitudes des gens. Il y a la baisse des ventes de disques en général, parce qu'elle a quand même baissé de plus d'un quart, plus de 25% depuis les années 80. Alors, tout ça est lié aux vidéos. Je pense il y a une partie du budget des familles qui part dans le vidéoclub ou qui part même dans un abonnement à une Canal+ ou autre. Donc, il y a on a de plus en plus de concurrence. Avoir 6 chaînes, c'est très bien, mais avant, on n'avait que une petite possibilité d'avoir un bon film et en rester chez soi. Maintenant, il y en a un peu plus. Donc, tout ça fait que les gens se sont tous restreints à cause de leurs problèmes de budget que tout le monde a. C'est une question de zéro. Un chanteur a peut-être un problème de 100 000 francs et un maçon de 10 000 francs, mais tout le monde a le même problème. Le reste, c'est une question de zéro. Donc, il est évident qu'un chanteur familial, comme moi je suis, je pense avant tout, avoir une clientèle papa, maman et les enfants,
ils vont pas arrêter, s'ils sont en vacances 15 jours par exemple, et si sur ces 15 jours il y a 3 chanteurs, ils vont voir celui qu'ils n'ont pas encore vu. Donc très souvent, ils vont voir le dernier qui marche. Donc je comprends très bien qu'un organisateur de spectacle sera plus tenté de prendre un été quelqu'un qui vient d'arriver, qui a un gros tube, etc., que de me prendre, moi, qu'on a vu partout, au moins 4-5 fois depuis 1963-13. Et puis, ils se sont rendus compte que finalement, les gens sont très contents aussi de venir voir un spectacle où il y a un peu de cul, genre danse Rio de Janeiro, le carnaval. C'est-à-dire, c'est une époque dorée de nouveau pour les tichadelles, quoi, pour ce genre de trucs plus ou moins bien montés. Mais là aussi, ça s'arrange tout doucement. Je crois aussi que nous sommes devenus très très chers. Bon, alors il y a maintenant beaucoup de chanteurs qui tournent avec des bandes. Moi-même, j'ai pour la première fois cette année dit à mon agent, écoute, si tu sens que l'affaire nous échappe autre qu'avec des bandes, allons-y. Mais je regrette, et j'en ai heureusement peu fait, on peut très bien le faire avec des bandes, c'est sûr, mais on n'a pas la même ambiance quand même qu'avec une équipe derrière soi. Et puis moi, j'ai des musiciens qui sont avec moi depuis très longtemps, qui ont des femmes et des enfants, il faut bien qu'ils travaillent. Est-ce que vous pensez de temps en temps au cinéma après l'expérience que vous avez faite en 81, je crois, avec Dicky Roy? Dicky Roy, c'était pas des cinémas du tout. Hein. C'était pas quand même pas du tout le même travail. C'est-à-dire que le grand problème de la télévision et des feuilletons de télévision, et je n'y connaissais rien avant d'avoir fait Dicky Roy, c'est sur un plan purement technique, mais c'est facile à comprendre, je crois. C'est qu'au cinéma, on travaille 8 heures par jour pour faire environ 1 minute à 1 minute et demie. À la télévision, nous travaillons 8 heures par jour pour faire environ 8 minutes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de scènes tournées dans une journée, ce qui amène une certaine lenteur d'image, parce qu'au cinéma, on fait tellement ce qu'on appelle des plans de coupe, on change de l'angle, etc. Chaque changement d'angle, quand on tourne une scène, amène une demi-heure ou 45 minutes d'attente pour les acteurs, tandis qu'au télé, on va pendant très très longtemps le problème sous le même angle, ce qui nous permet d'aller plus vite. Mais ça fait que sur un plan qualité, ce n'est pas du tout la même démarche artistique. Mais n'importe comment, ce n'est pas parce qu'on fait une grande carrière, ce qui n'est pas mon cas, mais une grande carrière à la télévision qu'obligatoirement on fait du cinéma. Il y a des gens très très populaires et qu'on voit très très souvent sur petit écran et qu'on ne verra jamais, ou en tout cas rarement, sur grand écran. Donc ce sont deux démarches totalement différentes. Moi je suis tout à fait disponible pour envisager un film de temps en temps, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais envisagé une carrière d'acteur. Je comprends très bien qu'un Johnny Hallyday, au bout de 25 ans de chanteur, a envie de faire ça, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait le tour de ce que je peux faire comme chanteur. Et la grande différence entre un chanteur et un acteur de cinéma, c'est le public. C'est que moi, je suis en contact régulier avec les gens. Au cinéma, on est en huis clos total avec les metteurs en scène, les maquilleuses, les scripts et compagnie, mais on ne rencontre pas le public. Il peut y avoir le théâtre? Je me sens... J'étais encore au théâtre avant-hier soir, parce que un de mes meilleurs amis s'appelle Danny Lota, et qui maintenant, comme acteur, je crois, cette année a fait en fait définitivement ses preuves de vedette de cinéma à travers Jean de Florette, et je suis allé le voir dans la pièce qui joue actuellement depuis une semaine sur Paris. Donc, je me sens absolument incapable, jusqu'aux preuves contraires, de faire du théâtre. J'en ai fait pourtant. J'ai fait Uburois au Festival d'Avignon et au Théâtre de l'Est parisien. J'ai fait Godspell pendant 1 an et demi, mais c'était toujours des spectacles musicaux. Donc, où il y avait, à un moment, je me levais et je chantais. Et entre-temps, j'avais du texte, mais c'était le moment que je savais que je chantais, où je me sens beaucoup plus sûr de moi, que je pouvais faire passer les autres moments. Mais une pièce de théâtre, alors j'aurais une trouille, parce que je ne crois pas du tout, honnêtement, être capable. Et qu'au cinéma, c'est pas le même démarche, parce qu'on a un temps de préparation très important pour aller jouer une petite scène qui a une page ou une demi-page de votre script, hein, tandis que je suis épaté par la mémoire de mes amis acteurs au théâtre. En conclusion, revenons à la chanson avec ce prochain album qui, je crois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est produit en Angleterre en fait.
Ce n'est pas un album, je viens de faire, et j'ai mis presque autant de temps que pour un album, je viens de vivre une expérience assez exceptionnelle en Angleterre où j'ai la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Pip Williams, qui est actuellement sur l'hit parade mondiale avec les derniers 33 tours de Status Quo, dont il est le producteur, qui a produit les derniers 33 tours de Barclay James Harvest, qui a produit les derniers 30 de Moody Blues, qui est le producteur de Kiki Dee, qui est donc un monsieur qui produit pas du tout pour la France, et pour lequel j'ai presque dû faire une espèce d'audition quand je l'ai fait contacter, parce que j'aimais beaucoup ses productions. Il a dit qui c'est, évidemment, qui c'est Dave. Alors on lui a envoyé un genre de 33 tours où il y a mes succès, et puis mon 33 tours de l'année dernière, sur quoi il nous a renvoyé un téléx en disant d'accord, et on s'est rencontrés, et ça a collé totalement. Et nous avons fait 15 jours de studio, du matin au soir, sans parler des nuits, pour faire 2 titres en anglais et en français. Et un parti part donc vers le monde, et un parti part vers la France. Et ce sont 2 chansons françaises qui, suivant cette équipe anglaise, ont une possibilité internationale. Et ça, je trouve formidable. Il y a une des 2 chansons qui a été écrite par un garçon qui s'appelle Michel Civis, qui est le compositeur du côté de Siswan, et qui ne m'avait pas contacté depuis très longtemps, et qui est venu me voir avec une chanson fabuleuse, qu'on a donc fait en anglais et en français, qui s'appelle On the Other Side en anglais, et en français, Elle savait tout ça. Et l'autre côté, c'est une chanson d'une compositeur que je ne connaissais pas, qu'on m'a amené, qui s'appelle Amaranche, son nom de famille, et la chanson s'appelle... Oh, je me suis trompé. Je viens de donner le titre d'Amaranche pour le titre de Civi. Parce que les chansons de Civi s'appellent en anglais et en français Love, c'est la vie. Et je crois que c'est le côté A du disque. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Normalement, disons que c'est un texte assez lourd, avec un titre très léger, parce que Love, c'est la vie, ça fait très Eurovision finalement, hein, ça fait pas très profond. Et encore que c'est une vérité profonde, mais le texte est un peu plus pesant que ça. Mais j'en suis content parce que j'aime bien, sous une apparence de légèreté, dire des choses un peu plus graves. C'est donc une carrière internationale qui peut s'amorcer. Inch'Allah, comme on dit en bon français. Disons que j'ai déjà eu pas mal de disques sortis dans d'autres pays, mais jamais avec une sortie aussi complète que là, ça a l'air d'être le cas. Pour la simple raison qu'avant, je sortais en français et qu'il est très difficile de marcher ailleurs. Bon, j'ai eu la chance d'avoir, j'ai même des disques d'or au Brésil et en Argentine, mais c'est quand même très difficile. Tandis que là, j'ai dit, c'est le moment ou jamais. Étant donné que même en France, on attend plus que 80% des musiques anglaises, je vais le faire aussi en anglais. Mais je pense quand même qu'en France, je vais le sortir en français. Parce que sinon, où va-t-on? Je vous remercie.